Ghardaïa, oui c'est bien elle, cette ville séculaire qui se situe au cœur de la partie nord du Sahara algérien et qui est distante de 600 km d'Alger. Jadis, depuis des millions d'années, l'endroit était submergé par la mer. Cette dernière s'est rétrécie par la suite. Une certaine logique d'évolution a voulu que l'endroit se réduise en désert et rivières mortes. Mais la beauté y avait déjà élu domicile. Et c'est ainsi que la succession des siècles a transformé l'endroit en une contrée envoûtante par la beauté du site et la sublime qualité de son urbanisation. À l'instar de l'abeille qui est accaparée par son labeur au sein de la ruche, l'homme qui a été à l'origine de cette merveilleuse transformation depuis plus d'un millénaire et qui a lutté pour sa survie dans ces contrées hostiles n'avait certainement pas conscience qu'il réalisait là un chef-d'œuvre culturel qui sera, à l'instar des 62 autres classés par l'UNESCO comme patrimoine universel en 1982. Le Mzab. Derrière ce géant qui se dresse sur ces monticules se cachent des milliers d'années d'histoire et d'anecdotes retraçant l'itinéraire de l'homme dans son contact à la terre, ainsi que les influences réciproques qui ont permis l'émergence d'une ville qui se distingue par la qualité de son tissu urbain et l'importance de son patrimoine unique en son genre. Ghardaïa. Une graduation de construction dans des cités qui s'élèvent en cercle concentrique du bas pour finir par étreindre une bâtisse qui représente la mosquée. Cette dernière aspire à son tour à embrasser le ciel par un minaret en forme de pyramide fuselée. Tout autour, les maisons se juxtaposent pour épouser une même hauteur, sans se surpasser dans une harmonie parfaite, avec des couleurs paisibles, ce qui n'ira d'aucune malformation dans l'esprit de sa population. La fusion de l'ensemble de ses particularités urbanistiques et culturelles exprime sa qualité distinctive. Au vu de ses aspects historiques, culturels et urbanistiques, Ghardaïa occupe une place de choix dans le paysage touristique de l'Algérie. C'est aussi le point de desserte qui s'ouvre vers les différentes autres destinations touristiques, en particulier vers le Grand Sud, Tamarrasset, ainsi que vers les régions qui forment la Saoura, dont Timimoun représente la portière. La région du Mzab, avec ses cités, est renommée par son attractivité touristique. Le souk constitue l'un des pôles d'attraction. Aussi riches soient-elles, les marchandises y sont exposées dans la simplicité de la forme de ces magasins, agrémentés par la splendeur de la place du marché avec les dédales de ruelles où l'activité reste incessante jusqu'à la tombée du jour. Les merveilleux tapis du Mzab, au décor riche en couleurs soigneusement sélectionnées, y occupent une place prépondérante. Ils expriment l'originalité de cette contrée. Le commerce étant l'activité principale des habitants de la région, le souk, ou la place du marché, représente le lieu de rassemblement des habitants et de rencontre avec les visiteurs. Mausolée de Sidi Ibrahim, un monument historique qui a subjugué les architectes les plus renommés dans le monde
de par sa conception, son aération et sa luminosité. Vénéré par tous les habitants, le mausolée ne tarit guère de visiteurs étrangers et locaux. Certains parmi ces derniers y exercent un rituel particulier que suggère déjà l'entrée de sa kubba unique en son genre, ainsi que sa large patio qui incite au recueillement. Son originalité est traduite aussi par la multitude de petites niches de rangements alignés tout autour des murs du mausolée et par des rangs de piliers qui soutiennent les structures traditionnelles de son plafond dans un décor admirable. La nécessité a incité les populations locales à scruter les éléments pour parvenir à dévoiler leurs secrets. C'est ainsi qu'ils avaient pu déceler des cours d'une eau souterraine qui se dérobaient dans les profondeurs de la roche et des sables. Ils ont réussi à maîtriser une problématique aquatique séculaire qui a toujours caractérisé la région et modulé le cours de la vie, et ce avec l'établissement d'une judicieuse batterie d'ouvrages d'art, retenues, ségia, canalisation souterraine, etc. et ont calculé les dimensions de manière à assurer une juste et judicieuse répartition des eaux de crue entre toutes les parcelles de jardin. La population locale organise annuellement au printemps une célébration du tapis propre à eux, par le biais des chants et des danses folkloriques au rythme de la zorna, des tambours et du baroud. C'est la saison de l'exposition des ouvrages réalisés par les délicates phalanges féminines. التحية والتقدير لأنه فعلا شيء جميل ولوحة فنية رائعة جدا. Ainsi va Gardaïa, une ville du Mzab admirable en tout, dans ses us et coutumes, sa culture, son urbanisme. Elle symbolise avec bonheur la ville touristique par excellence. Avec sa tradition ancestrale et son originalité, le Mzab vibre aussi au rythme de la modernité. Ses habitants sont conscients que les frontières du monde ne peuvent aucunement être contenues entre le palmier et le puits.
الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي الوالي، أساتذة الكرام، سيد الكاشا، سيد ريدوح، سيد بالعلم، أصدقائي زملائي، سيداتي سادتي، ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم. أولا أرحب بكم في هذه المدينة العتيقة غردايا، وأقول لكم شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا الملتقى الدولي. إن من دواعي السرور أن تشرفنا بحضوركم هذا، وهذا دليل باهتمامكم بمحتوى الملتقى. والآن اسمحوا لي أن أتكلم باللغة الأجنبية لأن الجماعة هنا كاع أجانب، وشكرا. Donc, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Professeur Kacham, Monsieur le Professeur Midour, Monsieur le Professeur Belaïd, Monsieur Paul Lacaze, Président de la TRAPSI, honorable assistance, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue en Algérie, pour ceux d'entre vous qui viennent de l'étranger, et la bienvenue particulièrement à Gardaïa. Cette ville séculaire, important creuset civilisationnel, nous offre l'hospitalité. À cet effet, je souhaite être votre interprète auprès des autorités locales et à leur tête, Monsieur le Wali, pour leur dire toute notre gratitude de nous permettre la tenue de ces 4e Francopsies à Gardaïa. Je vous dirais que l'organisation de ces 4e Francopsies a été quelque peu pénible en regard d'une succession d'événements inattendus qui ont quelque peu ébranlé, perturbé le cours organisationnel. Mais bon, grâce à Dieu, et en dépit de tout, ces rencontres ont aujourd'hui lieu et au moment et au lieu convenu. Nous avons la chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui de grands conférenciers et d'innombrables orateurs, tous de valeur et tous motivés pour donner un cachet exceptionnel à ces rencontres. Je les en remercie par avance. Le thème retenu donc est psychiatrie, jeunesse et société. Ce thème est d'actualité, du fait que la pyramide des âges culmine à 70% de la population de moins de 30 ans pour la majeure partie des pays de la rive sud de la Méditerranée et particulièrement la nôtre. Du fait aussi de l'accélération des bouleversements socio-économiques et culturels imposés donc par la mondialisation et du fait bien entendu de la vulnérabilité psychopathologique de cette tranche d'âge. C'est donc autour de tous ces thèmes que s'articuleront les discussions et les réflexions de cette manifestation. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans notre pays et vous remercie d'être là parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur. ولي Gardaïa, je peux vous dire au nom de tous, salam alaikum. Saha. Pour tout ce que vous avez fait en nous accueillant dans votre magnifique ville et dans votre magnifique wilaya. Je tiens également à saluer à mes côtés, évidemment, le directeur de la santé, représentant le ministère de la Santé, et le professeur Kacha, également présent parmi nous, et dans lequel, probablement, nous n'arriverions pas aujourd'hui, avec, disons, autant de facilité à réaliser ce que nous proposons. Je remercie par la même occasion les intervenants si nombreux et si brillants qui nous ont fait confiance en venant jusqu'à Gardaïa, tout en regrettant bien entendu les absents, ceux qui au dernier moment pour des raisons personnelles ont eu la difficulté de venir. Permettez-moi également de dire un merci aux partenaires et en particulier à la Société franco-algérienne de psychiatrie qui participe activement, dynamiquement et fraternellement à l'organisation de ces manifestations intitulées Rencontre Francopsie. Permettez-moi encore de dire un grand merci à tous nos amis algériens de l'Association algérienne de psychiatres en exercice privé, qui pour la première fois, je crois, que je vous dirai une dernière fois. Merci à tous. Merci, monsieur.
Voilà, monsieur le Wali et monsieur le directeur de la santé de la wilaya de Gardaïa, c'est un véritable défi d'avoir organisé si rapidement, d'avoir donné la main si rapidement aux organisateurs de Francopsie. Je voudrais, moi, vous remercier de nous avoir invités au nom des psychiatres de l'Association algérienne de psychiatrie. Je voudrais vous féliciter d'avoir si rapidement trouvé une ville où organiser ce congrès, après la défection donc de l'Horacie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos collègues étrangers, et puis vous dire que parler de jeunesse, c'est un peu, à notre âge, une grande nostalgie. Ça va nous permettre peut-être de regarder en arrière un petit peu, et d'être un petit peu heureux quelques jours de ce que nous avons vécu, nous, il y a quelques années, il y a quelques longues années. Voilà, merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأخوات والإخوة السلام عليكم أرحب بكم في ولاية غردايا. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي جو من الوطن يعرفوا غردايا ويسمعوا بها. بالنسبة اللي جو ضيوف يقولوا لهم غردايا سي لافير مش تاع السود ولكن ce n'est pas la perle du Sud, mais c'est la perle de l'Algérie. C'est une occasion pour vous, non seulement pour travailler, pour débattre de la science, mais aussi pour profiter de ce beau paysage qu'on ne trouvera pas ailleurs. D'habitude, là, je ne lis pas. D'habitude, j'aime je suis devant des spécialistes, des professeurs, il y a des concepts qu'il ne faut pas... Hein? Donc je suis obligé de lire un papier. Par la suite, peut-être que j'aurai l'occasion de débattre avec vous, de parler de développement. Seulement, je voudrais dire à M. le professeur Cachard, s'il y a des défections à l'OSC, ben, nous, ce qui sont des défections. Parce que nous avons la chance de vous avoir maintenant. Secondo, je dois dire à nos invités que l'Algérie est un petit continent. Si cette année vous êtes à Gardaïa, l'année prochaine vous pouvez être à Shlatan à la 7 ou bien à l'est ou à l'ouest, comme vous voulez. Donc c'est une invitation faite par moi-même, vous venir de Gardaïa. Maintenant, si vous voulez revenir à Gardaïa, vous êtes bienvenus. Donc, Monsieur le Président de l'Alternative fédérative des associations de psychiatrie, Monsieur le Président de l'Association algérienne de psychiatrie d'exercice privé, honorable assistance, c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour vos 4e rencontres de Francopsie à Gardaïa et nous vous souhaitons un agréable séjour. Les bouleversements socio-économiques et culturels que connaît depuis plus d'une décennie notre pays ont une incidence plus marquée pour les jeunes de moins de 30 ans, représentant 70% de la population. Ces bouleversements sont la cause du déracinement qui accentue encore plus ce traumatisme culturel, amenant souvent les jeunes à des comportements pathologiques. Ces 4e rencontres de Francopsie seront, par le thème retenu, une tribune idéale pour plaider une approche médicale de prise en charge des pathologies de ces jeunes et certainement une base de réflexion à une proposition aux décideurs. Notre pays développe depuis quelques années un programme ambitieux d'insertion de ces jeunes par l'emploi. Cette action doit être accompagnée d'un programme d'insertion socio-culturelle s'inspirant des repères de la société. Ces rencontres permettront l'échange de l'expérience des éminents participants du pays confrontés à cette nouvelle de psychiatrie. Je vous souhaite en mon nom et au nom des citoyens de Gardaïa un séjour agréable et la réussite dans vos travaux. Je déclare la 4e rencontre de Francopsie ouverte.
de 5 minutes. Comment allez-vous? Concernant la jeunesse d'aujourd'hui, les scrupules du néophyte. Sur la jeunesse d'hier, en effet, il m'est loisible de m'appuyer en marge de littérature connue et inaugurée notamment par des historiens comme l'invitation amicale qui m'a été faite par nos amis de Francopsie, aller y voir de près en me documentant au-delà des connaissances immédiates sur le sujet qui sont le lot de tout citoyen un tant soit peu attentif au monde qui nous entoure. Un déplacement dans les centres de documentation et de recherche en Algérie, effectué au cours des mois précédents, a donc été fait pour y recueillir l'essentiel des travaux disponibles et corriger ainsi ma relative incompétence sur le sujet qui nous rassemble. Pas moins d'une quarantaine de documents allant du livre édistique auprès duquel j'ai puisé les résultats du dernier recensement de la population, ciblé notamment sur les statistiques scolaires, ont été consultés. L'ensemble de cette documentation, en dehors des rapports officiels qui viennent d'être évoqués, se répartit en 4 grands corpus. Le premier corpus concerne les monographies sur l'aspect à la fois psychique et professionnel, s'agissant des conditions de travail des cliniciens au quotidien ou de l'histoire de la psychiatrie elle-même en Algérie, depuis l'émergence de l'école dite d'Alger, fondée par le légendaire docteur Porot, vers 1912. Ce livre, écrit par Robert Berthelier et préfacé par Rachid Benegadi, s'intitule en effet « L'homme maghrébin dans la littérature psychiatrique », édition datant de 1994. À côté de cet ouvrage, j'ai pu lire une thèse plus factuelle portant sur, je cite, « le devenir psychosociologique et socioprofessionnel des enfants abandonnés en Algérie ». Cette thèse, inspirée sans doute par les travaux du regretté Mahfoud Boussebsi, fut soutenue par Badra Mourtassem Limouni. On y trouve le témoignage également d'un psychopédagogue, Belhabib Lotfi, ayant exercé à Bab el-Oued, ou encore de la même veine un article intitulé « La dynamique d'une consultation de psychologie pour enfants à Alger » signé par Suzanne Mazella. Le second corpus balaye le champ sociopolitique. Un ouvrage collectif paru chez Cartala ayant pour titre, je cite, « Émeutes et mouvements sociaux au Maghreb et constituant les actes d'un colloque organisé en 1999 par l'Institut Maghreb Europe de l'Université Paris 8, dresse le bilan des violences urbaines
en esquissant une typologie des classes d'âge et des périodes, ce qui renvoie à une étiologie différentielle quant au sens politique à tirer de ces différentes manifestations qui partent des mouvements insurrectionnels pour les indépendances jusqu'aux dernières manifestations à Alger et en Kabylie. La revue Insaniet du centre Krask d'Oran, quant à elle, dans son édition de janvier-avril 2000, consacre une série d'articles sur le thème de la violence sous ses aspects à la fois politiques et symboliques. Le troisième corpus porte sur le système éducatif en Algérie. On signalera de nouveau, pour faire court, la revue Insaniet, dans son édition de septembre-décembre 1998, consacrée à l'école à travers ses différentes approches, y compris celle que Françoise Lorcerie nous livre sur la scolarisation des enfants d'immigrés en France. Nous avons pu consulter également les résultats d'une enquête plus ancienne, remontant au début des années 80, menée dans le cadre de l'ex-CREA d'Alger, sur l'échec scolaire en milieu rural. Ce travail fut piloté par mon ami Mustafa Haddad. Enfin, le quatrième corpus traite de la jeunesse ès-qualité. En dehors de la thèse de Kamel Rabo sur l'Algérie et sa jeunesse, publiée chez l'Harmattan en 1999, les autres travaux sont d'aspect plus général et portent sur le concept de jeunesse en tant que tel, c'est-à-dire sur les conditions historiques de sa constitution en tant qu'objet social. Nous pouvons citer par exemple Sociologie de la jeunesse d'Olivier Galland. Cet ouvrage, paru chez Armand Collin, passe en revue les différentes exceptions du mot jeune depuis le Moyen-Âge européen jusqu'à mai 68. Dans le même ordre d'idées, Jean-Yves Barrère publie chez l'Harmattan en 1992 Les Loupards. Moi aussi, si vous le permettez un instant, commencer par remercier les organisateurs de ces journées, m'excuser aussi de ne pas pouvoir, mais c'est tout à fait indépendant de la volonté de la mienne ainsi que de M. Lacaze qui a servi, je pense, d'organisateur et dont la persévérance sérieuse, je vous assure, a fait que finalement j'ai pu être parmi vous, mais je voulais vous en remercier chaleureusement parce que c'est évidemment, ça a été l'occasion de rencontrer l'Algérie, ce que je n'avais jamais fait, et je vous avouerai que c'est un peu un choc. Avant de dire un peu plus de ce choc comme cela, j'aurais voulu aussi quand même prendre 8 minutes pour remercier Madame Fatia Choukri qui a bien voulu que je lui vole sa place ce soir. Et avec vraiment beaucoup de sympathie que je lui dis merci. Je dis que c'était un choc de rencontrer l'Algérie parce que les propos qui m'intéressent, ou le sujet qui m'intéresse, c'est celui d'essayer de repérer les effets de la mutation du lien social sur la subjectivité. Alors évidemment, dans nos pays d'où je viens, parce que c'est Belgique et de France, les effets sont à identifier. C'est pas si simple qu'on pourrait le penser à première vue. Et pour aller vite, il est évident que nous avons affaire à une sorte de fin de la tradition. Ici, évidemment, à la fois, je me retrouve face à un pays qui en a encore beaucoup, et en même temps, qui sont déjà soumis à beaucoup de fluctuations, comme nous venons d'entendre. Je ne suis donc pas sûr que mes propos vont être utiles à vos réflexions, j'espère quand même un peu, mais en tout cas, ne le prenez que de la part de quelqu'un qui vit dans un contexte très précis, et bien sûr, à cet égard-là, la portée en est bien certainement limitée par rapport à ce que vous pouvez rencontrer dans ce pays-ci au jour le jour. La thèse que je défendrai, ce qui me permet d'intervenir, c'est la référence à la psychanalyse, aussi bien Freud
et Lacan, mais aussi évidemment le fait qu'il y a dans la psychanalyse, je pense, une importante dimension anthropologique. Et c'est peut-être ça qui me permet d'autant plus d'essayer de faire ce pont. Nous ne nous émerveillons sans doute pas assez d'un fait éminemment banal que nous pratiquons tous les jours et qui pourtant nous organise. C'est que nous parlons. Je ne sais pas si ça a déjà suscité votre émerveillement ou un instant de réfléchir, mais le fait de parler, figurez-vous que cela a une conséquence éminemment, on pourrait dire, déplorable, mais c'est que du fait que nous parlons, ça ne va jamais tout à fait. Au fond, ça ne va pas. J'en ai un exemple, une petite histoire assez énorme, je la trouve merveilleuse, alors je vous la raconte, elle m'est revenue récemment. C'est me trouvant dans la salle d'attente d'un psychanalyste parisien connu lacaniennement, donc il y avait beaucoup de monde. J'étais avec quelques collègues et amis, et voilà qu'une personne, manifestement, le diagnostic ne faisait pas de doute, psychotique, qui entre dans la salle d'attente, et elle-même rencontre une personne qu'elle connaissait, appelons-la Jacques, et il s'esclaffe en la voyant arriver de manière évidemment, en disant ça tout haut, sans aucune vergogne, alors que dans cette salle d'attente, tout le monde est en train de mijoter ce petit machin pour essayer de savoir, bon, ce qu'on va dire ou ce qu'on ne va pas dire. Et il s'adresse à ce Jacques en lui disant « Oh, mais Jacques, tu es là, bonjour, comment tu vas ?» Et l'autre lui répond, du tac au tac, comme on fait d'habitude, « Mais ça va bien !» Et puis le psychotique de lui dire « Pourquoi tu es là alors ?» Bon, c'est tout à fait idiot, mais en même temps c'est très précis. Hein. Ce « ça va bien », on dit régulièrement « Comment tu vas ?»« Ça va ?» Bon. Et bien en fait, il cache toujours « Ça ne va pas ». La preuve, c'est que je vais chez le psychanalyste. Bon. Ce « ça ne va pas », c'est quoi? Eh bien, au fond, je le dirais comme ceci. Or, la culture traditionnelle. Merci, monsieur Jean-Pierre. La parole était quelque chose de fantastique, puisqu'ils nous permettent 10 minutes de débat. Voilà, donc vous avez la parole. Bien sûr, à l'impossible, vous n'êtes pas tenu. Patrice, notre ami marocain, n'a pas pu venir empêcher au dernier moment. Je voulais déjà le remercier. Son approche historique sur la question de notre nosographie me paraît très enrichissante. Donc j'espère qu'il aura le droit à des questions lui aussi. Mais vraiment, merci. Moi, je vous remercie énormément parce que on a actuellement des jeunes qui sont, on pourrait dire, fils et filles des territoriales nationales, c'est-à-dire que d'en faire partie renvoie à la notion du définissable pour définir une collectivité. Et que comment s'actualiser, comment pour un jeune devenir acteur social et mental, vous avez renvoyé au travers de l'accès à l'emploi l'importance de cette recherche d'une autonomie qui est socio-économique, qui est une autonomie sociale avec prise
possession et d'appropriation de ce contexte des héritiers. Comme tout héritage, il y aura un tri à faire pour eux. L'héritier, c'est celui qui peut refuser un héritage ou une part de l'héritage, et qu'il ne faut pas que l'héritage soit béatifié par la génération précédente, et que beaucoup de traditions veulent béatifier la transmission à la génération suivante. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'avais préparé et vous l'avez, j'avais écrit ça bien avant, et en vous écoutant, j'ai été complètement d'accord avec cette ouverture que vous avez, cette ouverture d'esprit, de parler à votre Algérie et à vos collègues nationaux, si je puis dire, et puis nous, comment les voyant en exil dans nos banlieues, parce que je travaille en banlieue, et que c'est si difficile de comprendre que malgré qu'il soit sur la rive, on va dire, plus occident, enfin, plus, comment on pourrait dire, une des rives, eh bien, en deux mots, à quel point toutes les recherches qu'on a faites pour comprendre, parce que ça fait 25 ans qu'à Mantes-la-Jolie, dans la forêt, où il y a beaucoup d'exilés de l'Algérie, je peux vous dire qu'il m'a fallu 15 ans pour commencer à recevoir et que ça dure une relation avec un jeune venant d'Algérie. Et je comprenais, j'ai mis 15 ans à comprendre déjà que c'était incompréhensible pour moi. Et puis maintenant, je comprends que ça va un peu mieux depuis 10 ans. J'ai des transferts sur moi qui arrivent à peu près à se faire, à peu près. Et que c'est une complexité incroyable. Et là, vous remarquez que, ayant dû quitter l'Algérie pour venir chez nous, enfin, sur cette île, et ben vous avez compris, enfin, ce qu'on en avait dit tout à l'heure, mais c'est pas du transculturel cheap, quoi. Vraiment, c'est très 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 important. Je n'ai pas votre culture universitaire et toute l'étendue au Canada, parce que les Canadiens ont une approche extrêmement respectueuse de la différence. Au Canada, on peut voir quelqu'un ils appellent ça les minorités visibles, quand vous avez quelqu'un qui est de couleur noire. En France, vous ne verrez jamais à la télévision très peu de gens, des minorités, qui sont même plus des minorités d'ailleurs, enfin ici. Et donc, je vous remercie infiniment, et j'espère qu'on va pouvoir discuter de tout ce que vous nous avez les deux conférenciers apporté. C'est une richesse incroyable. Ça, voilà, donc je propose que vous donniez la parole. Voilà. On me demande de répartir en plus. Voilà. J'ai vu madame au premier rang, et puis après, puis vous. Je crois qu'il faut éteindre. Oui, ça. Bon. C'est Tsouria Goran. Donc j'attendais, c'est la question que je pose à Petit Hachoué, j'attendais, et j'attends toujours le point sur la religion. Alors nous sommes ici au Zahar, une région d'islam fondamentaliste, et j'attends cette question au moment où vous avez parlé de l'autonomie sexuelle et vous êtes passé à l'autonomie sociale.
On peut déjà identifier le nombre d'interventions. 2. 3 interventions uniquement. Oui, elle est accent. Il est midi 15, donc un quart d'heure par intervention, maximum, ça vous va? Alors je commence donc, ce que je vais vous présenter là est une étude relativement ancienne. Malheureusement, on n'a jamais eu au moins une fois on puisse la présenter ici. Alors l'idée était partie de pouvoir comparer des schizophrènes, je ne sais pas comment. Depuis longtemps, le débat des liens qu'il y a entre psychiatrie et culture, c'est un débat qui est ancien. On sait que la culture influence les maladies mentales, dans leur prévalence, leur mobilité, leur évolution, mais souvent ces aspects, ainsi que l'individu et le rôle de la culture dans l'expression, l'épidémiologie et le pronostic. Alors bonjour à tous, et je tiens d'emblée à remercier Paul Lacaze, les organisateurs, de m'avoir reçu aujourd'hui ici. Je remercie Monsieur le Président, nos collègues aussi discutants. Je remercie l'entreprise qui vient de me permettre de planter la tente que j'appelle les constantes, les invariants, ce substratum à partir duquel je vais partir. Et puis merci à l'assistance d'être patient et de m'écouter jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'implications personnelles, il y a du parcours également personnel, il y a des remaniements conceptuels, il y a des propositions épistémologiques dans mon propos. Alors, je vais partir tout d'abord, mais je vais partir d'un fait d'observation générale, d'abord. Et je vais partir d'une prise de position conceptuelle. Alors, mon fait d'observation générale, c'est que les mutations culturelles, contemporaines, s'accompagnent addiction, somatisation et j'en passe. Ces formes d'organisation se révèlent fréquemment rétives à toute approche psychothérapeutique classique et s'opposent frontalement aux dispositifs institutionnels, soignants et socio-éducatifs. Donc du coup, c'est ça qui me permet de proposer une prise de position dans laquelle je m'inscris depuis quelques années, disons au moins une décennie. Cette prise de position, ça a été aussi un cheminement dans la mesure où peut-être cette inscription dans les deux rives de la Méditerranée, c'est pour ça que je parlais de cette expérience personnelle, j'ai été formée comme beaucoup d'entre nous, excusez-moi, le langage ethnocentré, je m'adresse surtout à mes collègues algériens, puisque c'est l'université d'Alger qui m'a formée, dans laquelle j'ai enseigné, l'institution algérienne dans laquelle j'ai pratiqué, et donc dans l'institution, dans le public et à titre privé. Et donc, partant de là, mon parcours m'a permis de m'ouvrir à l'autre côté de la Méditerranée, dans des formations post-graduées, et aujourd'hui, étant universitaire de l'autre côté de la Méditerranée, enseignante-chercheur, clinicienne psychanalyste, donc c'est là où après combien d'années, je me suis mise à m'interroger sur ce que j'ai appris comme étant le champ disciplinaire de la psychologie générale. La psychologie générale, en fait compte, c'est une psychologie de l'enfant occidental et je ne m'étais pas rendu compte et j'essayais de plaquer ce que j'avais appris pour appréhender le sujet algérien
qui venait déposer son angoisse, qui cherchait à déposer son angoisse et que moi je cherchais absolument à faire entrer dans le cadre de son évolution de sujet, de cette psychologie générale. Et c'est là que donc, je dis jeu, mais en fait ce jeu a tout des enseignants-chercheurs, à tout un groupe qui réfléchit là-dessus et qui me permet de dire que la psychologie, en fait, sera peut-être un jour général, mais dans ce général, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai retrouvé effectivement que c'est dans la construction du sujet où on va retrouver le concept clé freudien, et qui est l'universalité de l'inconscient. Et du coup, là, j'ai retrouvé ce que j'appelle les invariants, ce que j'appelle les universaux, ce que j'appelle les constantes, et qui permettent, et du coup nous, c'est nous tous, ce ne sont pas que les Algériens, nous, et du coup c'est la communauté psychiatre, psychothérapeute. Les fémininités le plus passant. À notre sens, ceci ne diminue en rien ni l'image de la psychiatrie, ni du psychiatre, si ceci est fait avec une arrière-pensée psychothérapeutique et si elle peut tisser des liens patient-thérapeute respectueux, structurants et pertinents. On ne peut rester étranger à notre entourage sous couvert de scientisme ou d'incompétence en la matière ou de rigidité de la formation. Ce qui compte aussi, ce n'est pas le phénomène social en tant que tel. Quel rôle positif doit-il jouer? Quelle technicité utilisative pour s'y compris dans l'intérêt de l'individu souffrant auquel il a affaire? C'est ainsi que les grâces divines des peuples conjoints au XIIIe siècle à l'usage d'ivresse cannabique pour commettre des actes criminels à visée plutôt politique. Donc c'est un phénomène attaché psychiatrique et somatique dominé par le sida. La Tunisie n'échappe pas à cette tendance mondiale de la recrudescence de ces conduites, malgré une législation répressive. Notre pays constitue plutôt une zone de transition pour les substances, mais on note contrairement une fréquence d'utilisation de certains médicaments dans un but toxicomaniaque. Donc c'est 15 secondes de déterminer, et je préfère qu'on passe à la deuxième communication. Je ne pense pas parce que notre ami Abdelrahman Belaïd n'est toujours pas là. Oui, il est là, Belaïd, et... oui, je crois qu'il n'y a pas une seule communication, sinon Marie-Lise aurait pu continuer ça, à parler de lâche. Merci. En fait, j'ai été sollicité il y a 2 semaines par mon ami Stéphane et Bouchel pour pouvoir parler de paradoxe et mutation. Il est bien évident que c'est une réflexion très brève et qu'elle mérite peut-être beaucoup plus de temps pour une réflexion un peu plus approfondie. Il est bien évident aussi qu'il faut une approche pluridisciplinaire. Je crois que ça a été dit hier par rapport à un psychanalyste qui en fait situe dans peut-être l'idée dans l'échec développemental et votre, je ne sais pas comment, le sociologue en fait qui situe peut-être un débat entre les difficultés religieuses et les difficultés municipales. Je me situerai peut-être dans ce carrefour pour peut-être amener une réflexion, et je vous prie d'en excuser la brièveté parce que effectivement ça mérite une réflexion un peu plus approfondie. Donc, l'intérêt il est bien évident qu'en ce qui concerne les paradoxes et mutations, ça constitue
sur un débat de société pour bien longtemps. Et souvent on a vu des psychiatres, sociologues, anthropologues, théologiens peut-être discuter autour d'un débat télévisé. Et ce qui est sûr, c'est que tous les débats actuellement des thèmes de société tournent autour de la toxicomanie et du suicide, qui constituent quand même des fléaux assez importants. Le choix de thème est approprié. Pourquoi il est approprié? Parce qu'il y a une affection psychiatrique associée, et il y a aussi qui concerne les jeunes et qui survient dans une société particulière avec ces données. Il est bien évident que le schéma... Donc il est bien évident que cet aspect de la toxicomanie et cet aspect du suicide survient dans un contexte de données, et certainement ils ont une explication tout à fait différente d'une société à une autre, d'autant que chez nous ils concernent en priorité les jeunes. Il est bien évident que la religion musulmane a donné son avis sur ces aspects-là, notamment la toxicomanie et le suicide. C'est pour cela que nous allons l'étayer juste après, à travers des préceptes religieux, à travers des versets coraniques. Donc, paradoxe réside, pourquoi le recours à ces conduites de déviance ou à ces conduites de suicide, alors que justement, il y a une croyance religieuse approfondie, et nous allons l'étayer à travers deux données, deux études. Alors, pourquoi justement la religion n'a-t-elle pas été assez déterminante pour pouvoir prévenir ces aspects-là, et qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné? Alors, bien sûr, pourquoi l'intérêt de la question? L'intérêt de la réaction, c'est justement pour peut-être avoir un avis un petit peu sur ce qui s'est passé par rapport à cette toxicomanie qui est en évolution constante chez nous et qui constitue maintenant un problème de santé publique, et les tentatives de suicide qui sont une préoccupation permanente, bien que nous n'ayons pas d'études statistiques fiables. En tant que psychiatre, on est amené surtout aussi à établir des facteurs de risque concernant ces deux pathologies. Alors à ce moment-là, pour nous, il est important de nous poser des questions sur ce qui se passe dans notre société. Alors, les données religieuses. Il faut dire qu'en voyant le Coran, il y a plus de 37 versets coraniques qui sont consacrés à la patience. Et puis, le principe, la religion, avec son confort, elles sont nécessaires pour nos patients, d'autant que les associations, le réseau, les réorganisations du tissu social vont venir, si vous voulez, réaffirmer pousse un peu à collaborer avec les humains en les formant. Hein? Bien, je sais la parole. Oui, il est dans 15h15. Et comme le titre, c'est la jeunesse dans son contexte socio-familial et peut-être j'ajouterai l'événementiel, et la clinique psychiatrique revisitée, notre esprit, je crois, a besoin d'être revisité un petit peu par un peu de glucose. Je présente. Donc ça, ouais, c'est pour ça que ça permet de dire, là, on va finir par dire l'alchimie perplexe qu'a présenté Marie-Lise Lacaze. Je ne peux pas dire plus, à travers cet itinéraire d'un jeune, et je continuerai à dire d'un jeune, parce qu'on reste jeune, d'un jeune psychotique polonais, précipité dans son délire par son histoire de famille, par son passage dans le ghetto. Il me semble, je ne veux pas rentrer dans les détails de la psychanalyse parce que je ne suis pas du tout de cette tendance, mais je tire une conclusion, c'est que cette personne, Marie-Lise Lacaze, a réussi quand même à apporter quelque chose à ce monsieur. C'est ce que je tirais comme conclusion. Et peut-être qu'à travers toute cette analyse, nous, on pourrait prendre un exemple pour tirer une thérapie à titre individuel. Alors, comme le titre est Psychiatrie revisitée, je dirais un petit peu quelques mots, parce qu'il faut souligner, dans le contexte actuel, les travaux de Kandel pour placer les neurosciences, pour revisiter la psychiatrie, il faut les citer. Et au XXIe siècle, je crois que
La tendance actuelle a été d'essayer de placer la psychanalyse, de lui apporter quelque chose par la neurobiologie. Et ce qu'on remarque dans les travaux de Campbell qui a écrit Nobel, c'est sur les 131 à peu près références bibliographiques, et il ne cite pas d'auteurs francophones, et c'est dommage, alors que quand même l'évolution, le développement de l'enfant et tout, c'est quand même par cette école de francophonie. J'ai insisté sur ça. Maintenant, sur le travail de l'Aïd et les thérapies traditionnelles et l'impact de la tradition, de la culture, je crois qu'il a tout dit. Je vous remercie, je passe la parole à elle. Oui, je pense que c'est plutôt... moi, je suis content parce que je suis dans les plaines francopsies avec les deux communications antipodes. La première communication donc, de notre amie Marie-Lise, et où je pense qu'elle est tout à fait intéressante. Et ça nous a permis un peu à nous aussi de penser, mais pas uniquement de bauen und d'enwohnen. Ce n'est pas uniquement construire, bâtir, mais aussi de redonner cette dimension à la pensée. Je crois que le cas a été, donc, du moins à un certain moment, il a été heureux, puisqu'il a redonné cette dimension de pensée par la créativité. Je crois que c'est là un message, mais et toujours est-il, il a fallu que ce soit un passage par le modelage. Et c'est cette relation et cette interprétation du modelage qui me semble qui m'a semblé être intéressante. Une pratique, une façon de faire que je ne connais pas. Donc je suis tout à fait intéressé. Ça, c'est l'un des antipodes. L'autre antipode, c'est que la communication de notre ami Benaïd, qui est fort intéressante puisqu'elle conclut à cette possibilité à ce que les imams auraient nous aurons à former des imams à la psychologie. Je crois que c'est une dimension intéressante et importante, mais j'aimerais bien quand même amener à ma façon plus collective notre ami Lebrun, quand il a parlé donc de cette de ce retour de cette relation de ce retour des 5 niveaux de hiérarchisation ou des 5 niveaux qu'il a évoqué. Je crois que ce n'était pas du tout dans un sens de retour à la religion, de retour à cette autorité, mais c'était la reconstruction d'autre chose qui n'est pas du tout de l'ordre du religieux. Et je crois que c'est ce que mon ami Blaïd a peut-être, je ne sais pas, il l'a compris à sa façon, moi je le comprends autrement. Mais former des imams, oui. Plutôt ne pas nous former à la religion. Et ça, je crois que c'est important. Donc, former des imams, oui. Nous former à la religion, ça c'est une autre dimension. Et je cède la parole à la salle s'il y a des questions. Oui, Félicien. Voilà, je suis... C'est moi Félicien Gardot, oui. Très intéressé par la deuxième intervention qui préconise la formation psychologique des imams. L'expérience de travail entre psychiatres et les praticiens, comme nous les appelons, date de très longtemps au Sénégal. Ça a été un des principes majeurs sur lequel Colomb a institué notre formation. Et cette collaboration d'abord a pris l'allure.
Thank you.